Donner forme à l'éther, c'est pour souligner le fait que les artistes qui sont invités dans cette exposition sont des gens qui approchent la plasticité des ondes radiophoniques, qui vont non pas travailler le contenu sonore, qui vont être véhiculés par les ondes, mais la forme, la matérialité des ondes elles-mêmes, à différentes fréquences, dans différentes modalités, avec différentes antennes. Et l'éther, c'est un terme qui a beaucoup été utilisé entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e siècle, donc à l'époque où les ondes électromagnétiques et la radio ont été découvertes puis inventées. C'est-à-dire qu'on a commencé à comprendre petit à petit ce qu'était l'électromagnétique et puis à l'exploiter, à commencer à faire des choses avec, des outils de communication, etc. Mais avant qu'on comprenne complètement ces phénomènes, que d'ailleurs on ne comprend pas encore tout à fait pleinement, même avec la science d'aujourd'hui, l'éther était devenu cette chose un petit peu mystérieuse qui expliquait la continuité de la matière d'une certaine manière. On savait déjà, grâce aux théories atomistes, que la matière était principalement composée de vide, et l'éther pouvait être cette chose qu'on n'arrivait pas encore à rencontrer, qui expliquait que des phénomènes se transmettent à travers ce vide. Et effectivement, les ondes électromagnétiques ont cette vertu de voyager à la vitesse de la lumière à travers les espaces, à travers parfois les solides, à travers toutes sortes de matières et de se propager. Aujourd'hui, on sait que c'est une propagation qui est d'ordre électrique, qui se véhicule par les électrons. Et à l'époque, on se disait qu'il fallait qu'il y ait une substance, quelque chose qui transmette. Donc l'éther, c'était tout ce qui remplissait le vide, d'une certaine manière. Et l'approche de la radio et des ondes électromagnétiques, même si aujourd'hui elle est scientifiquement beaucoup mieux connue et les artistes qui travaillent sur ces sujets-là sont souvent beaucoup plus informés qu'au début de la radio. Mais il y a quand même toujours une part de mystère et puis une grande part d'empirisme. On produit des outils qui permettent de générer des ondes et puis on voit ce qui se passe et des fois il y a des phénomènes qui restent difficiles à expliquer. Et du coup, cette magie de l'éther est encore souvent très présente quand on approche ces phénomènes radiophoniques. Alors évidemment, c'était un processus de sélection puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui approchent ces choses-là de manière très parlante, très riche, très forte, à la fois visuellement et du point de vue sonore. Il a fallu faire des choix, mais par des proximités, par des travaux que je connaissais moins, comme ceux de Joyce Interving, puisque je n'en avais jamais vu autrement que par documentation sur Internet, mais des travaux dont j'étais fan, comme beaucoup de gens. La liste d'artistes s'est construite, et puis c'est augmenté aussi avec cette proposition de l'installation collective On Transmission, qui permettait de former un cercle d'artistes dans cette programmation un petit peu plus large, notamment en invitant des personnalités qui travaillent depuis longtemps sur ces sujets-là. Et puis comme il s'agit de radio et qu'il y a un enjeu autour de la transmission, de la communication, il y a beaucoup de gens qui travaillent en collectif, il y a beaucoup d'artistes qui, là par exemple, on est dans l'installation de Julien Clos qui réutilise avec son accord bien sûr les émetteurs qui ont été construits par Tetsuo Kogawa, que lui on retrouve à un autre endroit de l'exposition. Et donc il y a cette circulation, cette communication des idées, des techniques, des approches et beaucoup d'échanges puisque le médium invite particulièrement à ça. Du coup voilà, cette partie de l'exposition On Transmission permettait aussi de donner cette ouverture-là, notamment avec des gens qui ne sont pas que artistes, mais qui sont plutôt proches du journalisme ou du militantisme radiophonique ou de la théorie. Et du coup, de pouvoir aussi ouvrir sur des formes de
propositions radiophoniques un petit peu différentes. Dans toute cette programmation de l'exposition, il y avait un petit peu au départ cette idée de travailler cette matérialité des ondes radiophoniques à différentes échelles et selon différentes formes. Et ici, on est avec les micro-émetteurs donc, qui produisent des fréquences FM, mais dans des tout petits rayons de quelques mètres. Et avec Axis Mundi de Nicolas Mongermont, dans la très très grande échelle de ce que permet la radio, puisque c'est des ondes qui se propagent dans le cosmos à la vitesse de la lumière et qui donc, à chaque fois que l'installation de Nicolas se met en route, on voit ces dessins graphiques des anciennes cosmogonies se déployer dans l'espace avec une onde qui est amplifiée, qui va traverser l'espace et créer ce dessin électromagnétique qui continue de se propager. Donc à chaque fois que l'installation a été mise en route, il y a ce signal qui traverse l'espace et qui continue de s'éloigner de nous. Cette idée de l'approche de ces formes, des matérialités de l'onde radiophonique, on est là dans une forme très particulière avec Two Towers de Dinah Bird et Jean-Philippe Renaud, puisque c'est vraiment la ligne droite de la transmission. Ils ont enquêté depuis plusieurs années déjà sur le trading à haute fréquence, cette utilisation de flux de micro-ondes pour créer des lignes parfaitement la plus proche de la droite idéale entre des places boursières pour communiquer des informations plus vite que le voisin ou plus vite que les câbles qui auraient pris des chemins pas tout à fait aussi efficaces. Et du coup, leur approche est intéressante parce que c'est pas directement le fait de produire une onde ou en tout cas dans l'installation d'en recevoir une, mais de faire apparaître des enjeux radiophoniques qui nous concernent, puisqu'évidemment la finance décide aussi du destin du monde. Donc il y a effectivement quelque chose de très politique, et puis ce travail d'enquête un peu systématique, à la fois sonore, donc ils ont fait un certain nombre de captations sur le terrain, non seulement des ondes qu'ils ont pu capter, mais aussi des contextes dans lesquels sont installées les antennes qui permettent de mettre en place ce système. Et c'est vraiment un travail d'enquête, puisque ça met au jour, ça met en visibilité, en audibilité, quelque chose que finalement on connaît peu ou pas, mais qui nous impacte et impacte la société à d'autres endroits. Et c'est, je pense, une démarche qui est très importante quand on parle justement de radio et de spectre électromagnétique, puisque c'est des choses qui nous traversent en permanence, mais notre corps n'est pas équipé pour le percevoir. Et du coup, il faut traduire en son ou en image ou en fait, en documentation, pour petit à petit connaître ces enjeux-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent ces grandes antennes qui permettent de faire les flux, les faisceaux de trading à haute fréquence aujourd'hui sont d'anciennes antennes décommissionnées qui servaient il y a encore pas si longtemps à la radio AM par exemple, donc souvent des radios d'État ou des communications militaires dont on n'a plus besoin aujourd'hui parce que certains spectres radiophoniques sont obsolescents et puis sont remplacés par d'autres. Et donc voilà, maintenant c'est la finance qui rachète ces grandes antennes pour faire d'autres types d'ondes avec d'autres fins. Et tous ces enjeux d'un monde électromagnétique qu'on ne voit pas, mais qui est malgré tout un territoire qui est fini et qui est en prise à son extraction, à sa privatisation, à son utilisation à différentes fins. Quelques petits bouts du spectre radiophonique peut ressembler un peu à un espace public, mais une grande partie est utilisée à des fins militaires, commerciales ou autres, sans que finalement on ait, en tant que citoyen et citoyenne, beaucoup à dire sur tout ça. Donc c'est toujours très intéressant de révéler les enjeux qu'il y a aussi dans ce territoire-là. Je travaille aussi avec le collectif Pinode. Le collectif Pinode est à géométrie variable, mais il y a beaucoup d'artistes qui s'y impliquent et qui parfois le traversent plus ponctuellement. Donc c'est vraiment un endroit de laboratoire collectif du travail sur le signal radiophonique, sur les formes radiophoniques, et non seulement avec une approche esthétique ou expérimentale, mais aussi avec cet enjeu de
se saisir, d'investir la radio dans ses possibilités militantes, activistes, de se ressaisir des ondes, et justement toujours avec cet enjeu de territoire qu'il s'agit aussi de réclamer, d'occuper, d'activer. Et puis aussi pour cette dimension collective qui est particulièrement importante dans ce milieu du radio art et du travail sur la radio, puisqu'il s'agit de transmission, il s'agit de partage, il s'agit de radiation, donc de choses qui rayonnent et qui peuvent nous relier. Et Pinode est un collectif qui, sous des formes, alors parfois de radio pirate, parfois d'émissions beaucoup plus officielles en DAB ou par Internet, essaye de trouver plein de manières de créer des situations de transmission collective. Et ça me paraissait très important que dans cette exposition, la radio ne soit pas montrée que comme une forme esthétique, mais qui nous maintient à distance en tant que spectateurs et spectatrices, mais qui aussi nous inclut et nous invite à parler, à prendre la parole, à se saisir, et puis pourquoi pas aussi apprendre à faire à souder, à fabriquer un émetteur, voilà, toutes ces choses qui sont possibles et qui peuvent servir à plein de monde. Donc Pinode est aussi un laboratoire d'idées pour trouver des solutions de communication horizontale. Et il me semblait important que cette figure, cet objet studio radio, qui peut paraître compliqué, hein, c'est beaucoup de boutons, de câbles, et en même temps on s'assoit, on a un micro, on parle, et puis ça part, et ça communique avec d'autres gens ailleurs. Et c'est aussi un petit peu le cœur de la radio, et c'est pour ça que l'installation de Pinode est aussi au centre de cette exposition, récupère des choses tout autour avec des micros qui sont un petit peu partout, avec des streams, des flux par Internet qui sont récupérés à l'intérieur du dispositif, et puis repart sur les ondes et sur Internet à d'autres endroits. Alors moi, mon rapport à la radio, il a plusieurs dimensions. Tout d'abord, moi j'ai une formation d'artiste plasticien et un travail d'artiste visuel au départ que j'ai rapidement abandonné en découvrant la radio, et à travers la radio en découvrant d'abord le travail sonore. Moi je suis surtout compositeur d'électroacoustique, et en travaillant dans une radio étudiante il y a bien longtemps, c'est là que j'ai commencé, alors que j'avais une formation où il n'y avait pas du tout d'approche du son et que je n'étais pas du tout musicien au départ, à découvrir les logiciels, les micros, les outils, les tables de mixage qui permettaient de manipuler cette matière sonore et de me l'accaparer. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de la radio, mais pas encore du radio art dans le sens dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de travailler le signal lui-même. Et c'est en découvrant notamment le travail de Tetsuo Kogawa et puis de plein d'autres gens qui travaillaient de cette manière-là que petit à petit, alors que mon travail du côté du son était beaucoup de capter des environnements avec des micros, tout à coup se révélait cet environnement électromagnétique qui lui aussi pouvait être visité, dans lequel on peut se perdre, qu'on peut explorer pour aller chercher de nouveaux sons, de nouveaux phénomènes. Et c'est devenu une part de plus en plus importante de mon travail. Ce qui a fait que je me suis retrouvé aussi à travailler avec Pinode, ce qui fait aussi que avec Nicolas Mongermont, on a un duo qui s'appelle Feral Bounce, où on fait de la musique noise et expérimentale à partir de choses qu'on capte avec des postes radio, et où c'est encore voilà, tout ce vaste, très mystérieux domaine des ondes radiophoniques qu'on explore, y compris aux endroits où il n'y a pas de signal qui est transmis, mais où c'est juste les manifestations du champ électromagnétique terrestre ou des perturbations électromagnétiques qui nous entourent, qui peuvent devenir une matière sonore à part entière qu'on va utiliser dans ces concerts. Donc ça, c'est voilà, mes approches un peu plus personnelles ou partagées sur la manière d'aborder la radio. Et puis évidemment, à chaque fois, plus de surprises et de passion de découvrir des travaux d'artistes qui ont réussi de révéler quelque chose à une nouvelle fréquence ou une nouvelle sonorité ou une nouvelle manifestation qui va être transmise en son ou en image, qui fait partie de ce vaste, cet immense monde de l'éther électromagnétique.